Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne. Bonjour et bienvenue à tous dans Minute Statut, le hors-série. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux instances consultatives de la fonction publique territoriale, à savoir la Commission administrative paritaire, CAP, la Commission consultative paritaire, CCP, et le Comité social territorial, CST. Quel est le rôle de ces instances ? Comment fonctionnent-elles ? Quels sont les enjeux liés au bon déroulement des séances ? Et enfin, quelles sont les perspectives d'évolution pour faciliter la saisine de ces instances ? Ces questions, nous allons les aborder avec nos 4 invités du jour. Christine Bidard. Bonjour. Catherine Birabin. Bonjour. Dominique Etienne. Bonjour. Et Solène Kervancy. Bonjour. Minute Statut, le hors-série, c'est parti. Nous commençons avec vous, Solène Kervancy, qui est juriste statutaire au sein de la direction du conseil et de l'expertise statutaire du CIG Petite Couronne. Alors dites-nous, quelle est la différence entre CAP et CCP ? Avant de parler de leurs différences, rappelons ce qui les rassemble. Les commissions administratives paritaires, CAP, et la commission consultative paritaire, CCP, sont toutes les deux des instances où siègent, à part égale, des représentants des agents publics et des représentants des collectivités territoriales et établissements publics, qui rendent un avis consultatif préalable avant que l'autorité territoriale ne prenne une décision. La CAP et la CCP traitent toutes les deux de questions d'ordre individuel, mais chacune a des compétences différentes, car elles examinent la situation de 2 populations différentes. La CAP a pour rôle de donner un avis ou d'émettre des propositions sur des questions d'ordre individuel liées à la situation professionnelle des fonctionnaires titulaires et stagiaires. La CCP, quant à elle, est compétente à l'égard des agents contractuels. Il faut savoir que la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a modifié un certain nombre de dispositions relatives aux CAP et CCP. Le champ d'intervention des CAP a été restreint, puisqu'elles ne sont plus obligatoirement saisies des décisions prises en matière de mobilité depuis le 1er janvier 2020, par exemple, ou encore des décisions en matière de promotion interne et d'avancement depuis le 1er janvier 2021. Leur composition a aussi été simplifiée par la suppression des groupes hiérarchiques à compter du renouvellement général des instances qui a eu lieu en décembre 2022. Dorénavant, les fonctionnaires d'une catégorie examinent les questions relatives aux fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de cadre d'emploi ou de grade. Quant à la CCP, elle est désormais unique et commune à l'ensemble des agents contractuels depuis le renouvellement général des instances du 8 décembre 2022. Merci pour ces précisions. Et qu'en est-il du CST ? Le Comité social territorial, le CST, est une nouvelle instance, instituée par la loi de transformation de la fonction publique de 2019. Il est issu de la fusion des comités techniques, CT, et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHSCT. Il a été mis en place à l'issue du dernier renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, lors des élections professionnelles de 2022. Un décret du 10 mai 2021 fixe son organisation, sa composition, ses attributions et son fonctionnement. Comme la CAP et la CCP, le CST est une instance consultative composée de représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics d'une part et de représentants des agents publics d'autre part. Toutefois, contrairement à la CAP et à la CCP, son champ de compétences porte sur les questions collectives du travail. Si je comprends bien, il y a eu de nombreux changements depuis la loi du 6 août 2019, dont le dernier en date est la mise en place du CST. À ce sujet, je me tourne vers Dominique Etienne, directrice des organismes paritaires et de la promotion interne du CIG Petite Couronne. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur l'installation de ces instances à la suite des dernières élections professionnelles de 2022 ? Les agents publics ont été appelés le 8 décembre dernier à voter aux élections professionnelles afin d'élire les représentants du personnel qui défendront leurs intérêts dans le cadre des décisions individuelles ou collectives qui les concernent. Ces élections ont aussi permis d'établir la représentativité des organisations syndicales à tous les niveaux pertinents du dialogue social dans la fonction publique. C'est à l'issue de ce scrutin qu'ont donc été installés les CAP des catégories A, B et C, la CCP et le CST.
Le CIG Petite Couronne a été fortement impliqué dans ce processus puisqu'au titre de ses missions obligatoires, il assure le secrétariat de ces instances pour toutes les collectivités et établissements publics de la Petite Couronne qui lui sont affiliés et qui ont choisi de placer leurs instances auprès du CIG. Cela concerne les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Pour le CST placé auprès du CIG, cela ne concerne que le CIG lui-même et 44 affiliés employant moins de 50 agents qui ont besoin d'un accompagnement spécifique car ils ne disposent pas toujours dans leur structure d'une fonction RH suffisante. Le 10 janvier dernier, nous avons accueilli dans nos locaux à Pantin les nouveaux membres élus et ceux qui ont vu leur mandat renouvelé pour leur présenter le fonctionnement des instances et leur donner toutes les informations utiles à leur mandat. Nous avons rappelé le rôle de ces instances consultatives qui constituent un espace de dialogue social entre les représentants des collectivités et établissements affiliés et les représentants du personnel. Et justement, comment ces différentes instances participent au dialogue social ? Comme cela a été dit par Solène, la loi de transformation de la fonction publique a modifié les attributions des instances représentatives du personnel. Désormais, les attributions des CAP sont recentrées sur l'examen des décisions individuelles défavorables aux agents et ce sont les lignes directrices de gestion, LDG, qui fixent en amont les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. Les représentants du personnel sont concertés sur ces sujets dans leur CST. C'est le cas par exemple sur les avancements de grade. Quant à la promotion interne, elle fait l'objet d'une procédure particulière pour les collectivités et établissements qui sont affiliés à un centre de gestion. Dans ce cas, les lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne relèvent du président du centre de gestion qui demeure seul compétent pour les arrêter et dresser les listes d'aptitudes. Christine Bidard, vous qui êtes chef du secrétariat des CAP, CCP et CST du CIG Petite Couronne, que pensez-vous de cette restriction du champ de compétences des CAP ? Alors, même si le champ de compétences a été restreint, les CAP doivent cependant toujours être saisis pour un certain nombre de motifs. Par exemple, les employeurs doivent obligatoirement saisir la CAP avant de prendre leur décision pour un refus de titularisation au terme du stage ou encore un licenciement au cours de stage pour insuffisance professionnelle. C'est d'ailleurs le même raisonnement pour la CCP qui doit être obligatoirement saisie, par exemple pour un licenciement dans l'intérêt du service ou pour une insuffisance professionnelle. Ce qu'on peut conseiller aux employeurs, c'est de consulter, avant de prendre une décision défavorable pour un agent, les tableaux récapitulatifs des saisines qui sont mis à leur disposition sur le site internet du CIG. Cela leur permettra de vérifier si le motif envisagé doit ou non faire l'objet d'une saisine de la CAP ou de la CCP. Il ne faut pas oublier que les agents peuvent également saisir les CAP et la CCP en formation ordinaire concernant certaines décisions de l'autorité territoriale à leur encontre. Par exemple, une révision du compte-rendu d'entretien professionnel, le refus d'une demande de compte épargne-temps, de temps partiel, de télétravail. Un tableau récapitulant les principales compétences est également disponible sur le site internet du CIG. Et qu'en est-il pour le CST ? Est-ce que son champ de compétences est plus restreint par rapport aux anciens CT et CHSCT ? Je dirais plutôt que son champ d'intervention est large et évolutif. Les anciens CT et CHSCT ont été fusionnés au sein d'une même instance pour faciliter l'articulation sur toutes les questions collectives de travail et des conditions de travail. Le CST est le lieu de consultation ou d'information des représentants du personnel sur de nombreuses questions collectives concernant l'organisation et le fonctionnement des services, la gestion des ressources humaines, la protection de la santé et de la sécurité des agents et leurs conditions de travail. Par exemple, sur des attributions telles que les projets de ligne directrice de gestion, les orientations en matière de politique indemnitaire ou encore les plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Tous les agents sont représentés au sein d'un CST de proximité dans leur collectivité ou établissement. Comme pour les CAP et la CCP, un tableau récapitulant les principales compétences du CST est disponible sur le site internet du CIG. Alors je remarque que vous n'avez pas évoqué la matière disciplinaire, et à juste titre, puisque ces questions spécifiques sont examinées par les conseils de discipline. À ce sujet, notre dernière invitée, Catherine Birabin, qui est chef du secrétariat du conseil de discipline au sein du CIG Petite Couronne, pourra nous en dire plus. Catherine,
Quelles sont les missions des conseils de discipline ? Les conseils de discipline des CAP et de la CCP examinent les demandes de sanctions de l'employeur à l'encontre des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public. L'employeur doit obligatoirement recueillir l'avis du conseil de discipline avant de prendre sa décision lorsqu'il propose une sanction en dehors de l'avertissement, du blâme et de l'exclusion temporaire de fonction jusqu'à 3 jours. À défaut, la procédure sera irrégulière. La CAP A, B ou C, compétente selon la catégorie du fonctionnaire concerné, ou bien la CCP pour un contractuel, se constitue alors en formation disciplinaire, sous la présidence d'un magistrat administratif et en présence des parties et éventuellement de leur conseil. Attention, ce n'est pas parce que l'avis préalable du conseil de discipline est obligatoire que l'avis donné va lier l'autorité territoriale. Elle va rester libre de s'écarter de cette proposition. Eh bien, tout cela est très clair. Maintenant qu'on sait vers quelle instance se diriger selon la matière concernée, concentrons-nous sur leur fonctionnement. Christine, pouvez-vous nous expliquer comment les CAP, la CCP et le CST sont organisés ? Il faut avoir en tête que ces 3 instances ont des points communs et des particularités. Tout d'abord, chacune de ces instances de dialogue social comprend 2 collèges, composés pour l'un de représentants du personnel et pour l'autre de représentants de l'employeur. Concernant les CST, le collège employeur comporte des élus de la collectivité et des représentants de l'administration. Pour les collectivités de moins de 50 agents qui ont leur CST placé auprès du CIG, ce sont des représentants élus ou administratifs des collectivités et établissements concernés. Pour les CAP et la CCP placés auprès du CIG, il y a un collège employeur qui est composé d'élus locaux issus des 3 départements de la Petite Couronne avec des sensibilités politiques différentes qui sont désignés par le conseil d'administration du centre de gestion. Quant au collège du personnel des CAP, de la CCP et du CST, il est composé de représentants élus pour 4 ans à partir des listes présentées par des organisations syndicales lors des élections professionnelles comme celle du 8 décembre dernier. À noter que les CAP et la CCP en formation ordinaire se réunissent 1 fois par mois et le CST et sa formation spécialisée placée auprès du CIG environ 7 fois par an. En moyenne, sur les 4 dernières années, les CAP ordinaires ont examiné près d'une centaine de saisines par an, dont une quarantaine environ à l'initiative de l'agent. Les CCP créés en 2019 ont une faible volumétrie. Environ 20 à 30 saisines par an ont été examinées, dont seulement 4 à l'initiative des agents en 2022. Quant au CT, CHSCT, il a examiné en moyenne 150 sujets par an. Les séances se tiennent dans les locaux du CIG à Pantin, garantissant ainsi la neutralité des débats. Un calendrier prévisionnel annuel est d'ailleurs disponible sur le site internet du CIG. Pour que la séance se tienne, la présence de tous les membres titulaires des 2 collèges n'est pas requise. Toutefois, une séance ne peut se tenir que si le quorum est rempli. Lorsque le quorum n'a pas été atteint, une nouvelle convocation est envoyée aux membres. L'instance siège alors valablement sans condition de quorum. Et à l'issue de ces séances, les instances rendent des avis donc favorables ou défavorables. Tout à fait. Les CAP et la CCP émettent des avis à la majorité des suffrages exprimés et tout avis défavorable doit être motivé. Nous nous chargeons ensuite au secrétariat de l'instance d'adresser cet avis à l'autorité territoriale concernée et à l'agent lorsque c'est celui-ci qui est à l'origine de la saisine, avec toutefois une copie à son autorité territoriale. Concernant le CST et sa formation spécialisée, les avis sont émis par chacun des collèges à la majorité des suffrages rendus, ce qui signifie que les membres ne peuvent pas s'abstenir. Tout avis défavorable doit également être motivé. Un avis unanimement défavorable du collège des représentants du personnel sur un dossier devant donner lieu à délibération oblige la collectivité à présenter une seconde fois le même sujet devant le CST. L'autorité territoriale ne pourra alors délibérer qu'à l'issue de cette seconde saisine. Les avis sont ensuite transmis à l'autorité territoriale qui doit les porter à la connaissance des agents en fonction.
Je précise que même si le recueil de l'avis des instances est obligatoire, pour que la décision prise soit légale, les employeurs territoriaux ne sont pas liés à cet avis, qui contribue seulement à éclairer et à sécuriser leur prise de décision. Je rappelle que l'autorité territoriale qui prend une décision contraire à l'avis rendu par les CAP ou la CCP doit informer l'instance concernée de ses motifs. Quant au CST, l'autorité territoriale l'informe de toutes les suites données aux avis. Et est-ce qu'il s'agit du même fonctionnement pour les conseils de discipline, Catherine ? Pas tout à fait. La procédure disciplinaire doit respecter d'autres règles strictes, dont notamment le principe du contradictoire, qui garantissent le respect des droits de la défense. Ainsi, l'agent doit être informé par son employeur de la saisine du conseil de discipline, des faits précis qui lui sont reprochés, et doit être en mesure d'accéder à son dossier administratif individuel. Pour les collectivités qui nous écoutent, soyez très attentifs à communiquer dans votre rapport de saisine du conseil de discipline les éléments en votre possession pour établir la preuve des faits reprochés. Après réception de la saisine, l'agent déféré est convoqué à la séance du conseil de discipline et il pourra se faire accompagner par un conseil et faire venir des témoins. C'est le même principe pour l'employeur. Ils peuvent, à tout moment de la séance, demander au magistrat qui préside la séance l'autorisation d'intervenir afin de présenter leurs observations à l'oral. Le conseil délibère ensuite à huis clos, sans la présence de l'agent déféré, ni celle de la collectivité ou celle de leur conseil, et il vote à la majorité des membres présents. L'abstention n'est pas possible. L'avis est par la suite notifié oralement le jour même après le délibéré, puis par écrit dans les meilleurs délais à l'agent et à la collectivité, qui va rester libre de sa décision. Il est important de souligner ce dernier point. Je peux également vous dire qu'en moyenne, les conseils de discipline se réunissent plus de 40 fois par an et examinent une centaine d'affaires par an, CAP et CCP confondus. Et est-ce qu'il y a aussi une condition de quorum, comme pour les séances des CAP et de la CCP ? Et oui, une séance du conseil de discipline ne peut se tenir que si la condition du quorum est remplie. Lorsque le quorum n'a pas été atteint, une nouvelle convocation est envoyée aux membres. L'instance siégera alors, cette fois-ci, valablement, sans condition de quorum. Les conseils de discipline ont de plus une seconde condition, qui est la condition de parité numérique. C'est-à-dire que le nombre de représentants du collège employeur et celui des représentants du collège du personnel doit être égal du début jusqu'à la fin de l'examen d'une affaire, au besoin en réduisant la représentation la plus nombreuse. L'autorité territoriale doit informer l'instance de la décision qu'elle prend à l'issue de l'avis rendu, même si elle a suivi l'avis du conseil de discipline ou si elle a renoncé à la sanction. Lorsque l'autorité territoriale prend une décision différente de l'avis rendu, elle informe l'instance de ses motifs et doit envoyer l'arrêté de sanction au secrétariat. À cet effet, un formulaire est joint à l'envoi du procès-verbal d'avis du conseil de discipline afin de rappeler ces formalités à accomplir. Pour accompagner les directions des ressources humaines de nos affiliés, le secrétariat des conseils de discipline organise 3 fois par an un atelier sur la procédure disciplinaire. Il aborde 3 grandes parties: la recherche de l'existence d'une faute, l'élaboration du dossier disciplinaire et le respect des droits de la défense, et enfin, l'avis du conseil de discipline et la prise de décision. En complément, j'aimerais insister sur la double mission des secrétariats des instances paritaires placés auprès du CIG. Ils regroupent des experts statutaires qui ont pour rôle d'instruire les saisines, mais aussi de conseiller et d'aider nos affiliés. Les responsables RH des collectivités peuvent être accompagnés dans le montage des dossiers afin de transmettre tous les éléments pertinents et nécessaires à la compréhension d'une situation. Tout au long de l'année, nous organisons des actions pour les informer sur les attributions des instances et sur les procédures. Pour les secrétariats des instances paritaires, quels sont les enjeux et les éventuelles contraintes liées au bon fonctionnement de ces instances ? Alors je pense qu'il faut avoir conscience qu'être membre d'une instance est une fonction à la fois valorisante et exigeante. Elle engage
et demande une disponibilité sur toute la durée du mandat. Il faut savoir que le rythme des séances est élevé, notamment pour les conseils de discipline. C'est exact. L'enjeu pour les conseils de discipline placés auprès du CIG consiste à pouvoir tenir toutes les séances prévues et à éviter les défauts de quorum. La réactivité des membres des instances pour confirmer ou infirmer leur présence est donc une clé importante. On a néanmoins bien conscience que leur capacité à se rendre disponible est liée à leur charge professionnelle ou bien à leur mandat et que cela n'est pas facile à concilier avec la fréquence élevée des séances. Quelles seraient les perspectives d'évolution qui faciliteraient le suivi des dossiers soumis aux différentes instances, Christine ? Le CIG de la Petite Couronne a justement mis en place, depuis le 7 février 2023, une gestion dématérialisée des saisines de la CAP en formation ordinaire, pour faciliter la constitution des dossiers, l'instruction et l'accès aux avis rendus. Cette nouvelle application, dénommée NetCAP, met également à disposition des informations utiles et l'actualité des CAP. Elle est accessible aux employeurs comme aux agents. Sa prise en main est simple et les gestionnaires RH, tout comme les agents, devraient pouvoir se l'approprier facilement. L'enjeu pour le CIG et le secrétariat de la CAP est véritablement d'accompagner cette transition. On propose donc des rendez-vous collectifs ou personnalisés en visioconférence. Vous trouverez toutes les informations utiles dans une plaquette de communication, un mode d'emploi et nos coordonnées pour les prises de rendez-vous sur le site du CIG. Les premiers dossiers dématérialisés seront présentés lors de la séance du 18 avril 2023. Vous parlez uniquement d'une dématérialisation des saisines des CAP, mais qu'en est-il pour les autres instances consultatives ? Dominique ? La mise en service de NetCAP le 7 février est la première étape d'un projet d'ensemble qui doit se poursuivre avec la dématérialisation de la promotion interne, qui est prévue en 2024, puis à terme des autres instances paritaires, les conseils de discipline, la CCP et le CST. Cette transformation vise à mieux accompagner les affiliés et s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de notre relation de travail avec les employeurs affiliés du territoire de la Petite Couronne. Notre enjeu est de mieux faire connaître le rôle et le fonctionnement de nos instances paritaires auprès des employeurs affiliés, mais aussi auprès des agents publics de la Petite Couronne qui doivent connaître les compétences de ces instances pour faire valoir leurs droits. Pour mémoire, le territoire compte environ 86 000 fonctionnaires, 36 000 contractuels pour 321 collectivités et établissements affiliés. Eh bien, un grand merci à vous quatre d'avoir participé à cet échange très instructif sur les instances consultatives. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les documents et liens utiles que vous trouverez sous ce podcast ou pour les abonnés au CIG Petite Couronne en passant par notre site internet espace abonnés. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Minute Statut, le Zoom, qui portera sur l'abandon de poste. À très vite. Minute Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne.